Il y avait un camp qui disait « Hey, on peut extraire de l'ADN des momies ». Et l'autre camp qui disait « Non, c'est impossible ». Il disait « L'ADN ne peut pas se conserver plus de 600 ans ». Pendant des millénaires, l'Égypte a gardé le contrôle de son histoire. Les pharaons ont gravé leur version des faits dans la pierre, et la pierre ne ment pas. Mais voilà que des scientifiques ont découvert quelque chose que la pierre ne peut dissimuler. Lorsque l'un des momies des plus célèbres souverains égyptiens a été analysé, les résultats ont contredit la version officielle. La lignée royale n'était pas aussi pure que l'Égypte le prétendait. Des origines étrangères sont apparues là où elles n'auraient pas dû. Et soudain, l'Égypte a cessé d'autoriser les tests indépendants. Que révélaient ces analyses ADN? Pourquoi l'Égypte empêche-t-elle les scientifiques de mener de nouvelles recherches? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité génétique que l'Égypte refuse d'admettre. Les tests ADN contrôlés par l'Égypte. En février 2010, le Journal of the American Medical Association publiait l'un des articles scientifiques les plus attendus de l'histoire de l'égyptologie. Les résultats des analyses ADN de 11 momies royales, dont celle de Toutankhamon, révélaient enfin les secrets génétiques de la plus célèbre dynastie d'Égypte. Du moins, c'est ce qu'annonçait le titre. L'étude était dirigée par Zahi Hawass, alors le plus haut responsable archéologique d'Égypte, et mobilisait une équipe de chercheurs égyptiens et internationaux travaillant sous la stricte supervision du gouvernement. Les découvertes firent la une des journaux du monde entier. Les parents de Toutankhamon furent identifiés. Des maladies génétiques ont été confirmées. Des liens de parenté sujets à débat pour les historiens depuis des décennies ont été soudainement prouvés grâce à des analyses moléculaires. Mais ce que les médias ont passé sous silence, c'est le contrôle strict exercé par l'Égypte sur chaque aspect de la recherche. Les momies ont été analysées dans des laboratoires égyptiens, avec du matériel égyptien et sous supervision égyptienne. Les scientifiques étrangers cœur de l'équipe n'ont eu qu'un accès limité au reste et n'ont exercé aucune autorité indépendante sur la manière dont les échantillons ont été prélevés ou traités. Plus important encore, les données génétiques brutes n'ont jamais été rendues publiques ni mises à la disposition de chercheurs externes pour vérification. Dans les études scientifiques rigoureuses, notamment celles qui avancent des conclusions exceptionnelles, les données brutes sont publiées en même temps que les conclusions. D'autres laboratoires peuvent l'examiner, le tester et tenter de reproduire les résultats. C'est ainsi que la science gagne en crédibilité. L'Égypte ne l'a jamais fait. L'étude comprenait des résumés des liens génétiques et des marqueurs de maladies, mais pas les données de séquençage complètes qui auraient été permis une analyse indépendante. Lorsque les chercheurs demandaient pourquoi l'explication était toujours la même. Les données appartenaient à l'Égypte et leur diffusion à grande échelle violerait le caractère sacré des dépouilles royales. Ce raisonnement peut sembler respectueux à première vue, mais il soulève un problème de taille. Sans accès aux données brutes, personne en dehors du cercle restreint des autorités égyptiennes ne peut vérifier l'exactitude ni l'exhaustivité des conclusions. Cela signifie également que l'Égypte conserve la maîtrise totale des sujets étudiés et de ceux qui sont ignorés. L'étude de 2010 s'est concentrée principalement sur la maladie et les liens familiaux directs. Elle a confirmé que Toutankhamon était atteint de paludisme et d'une maladie osseuse. Elle a révélé que ses parents étaient frères et sœurs. Elle a retracé sa lignée génétique sur 3 générations. Autant d'informations utiles, mais aussi d'informations confidentielles. Rien de controversé, rien qui remette en cause le récit officiel égyptien sur les origines royales. L'étude n'a cependant pas comparé l'ADN royal à celui de populations plus larges d'Afrique, du bassin méditerranéen ou du Proche-Orient. Une telle analyse aurait permis de découvrir des origines ancestrales plus anciennes et de mettre en évidence des liens génétiques avec des populations situées hors des frontières égyptiennes. L'Égypte a toujours refusé de mener ou d'autoriser cette comparaison plus large, et elle n'autorise personne d'autre à le faire. La justification est toujours toujours vague. Les autorités affirment que c'est inutile politiquement sensible ou irrespectueux envers les morts.
Mais ces explications ne résistent pas à l'analyse, car les tests ont déjà eu lieu. Les échantillons existent. La technologie existe. Ce qui manque, c'est l'autorisation. L'Égypte a conçu l'étude pour répondre à des questions précises, tout en évitant soigneusement d'en aborder d'autres. Elle a publié suffisamment d'informations pour satisfaire la curiosité du public, mais pas assez pour permettre une vérification indépendante ou une analyse plus approfondie. Ce n'est pas de la transparence. C'est cela le contrôle. Et lorsqu'un gouvernement contrôle les tests, les échantillons, les laboratoires, le processus de publication et les données brutes, il contrôle aussi l'histoire que racontent ces momies, les résultats des tests. ADN, publiés par l'Égypte en 2010, n'étaient même pas erronés. Ils étaient simplement incomplets. Et les éléments manquants pourraient bien être les plus importants. Yuya, l'homme qui détournait. Yuya n'aurait jamais dû avoir une telle importance. Il n'était pas pharaon, n'avait jamais commandé d'armée, n'avait jamais fait construire de temple où son nom serait gravé dans la pierre. Pourtant, son ADN se trouve au cœur même de la plus puissante dynastie royale d'Égypte, ce qui le rend impossible à ignorer. Il fut inhumé dans la vallée des rois en 1905, dans la tombe K546, avec un niveau de richesse et d'honneur qui stupéfia les archéologues qui le découvrirent. Sa momie était remarquablement bien conservée. Son visage était encore reconnaissable, ses traits distinctifs différents de ceux des autres momies royales. Les premiers chercheurs le remarquèrent immédiatement. La forme du crâne de Yuya était différente. Sa structure faciale était différente. Ses cheveux encore attachés à sa momie avaient une texture qui ne correspondait pas à l'apparence typique des Égyptiens de la 18e dynastie. Certains le décrivaient comme ayant des traits étrangers, bien que les égyptologues modernes évitent désormais cette formulation car elle soulève des questions délicates quant à ses origines réelles. Ce qui est incontestable, c'est son lien de parenté. La fille de Yuya-Tir devint la grande épouse royale d'Amenhotep III, l'un des pharaons les plus puissants d'Égypte. Yuya était ainsi le grand-père d'Akhenaton et l'arrière-grand-père de Toutankhamon. Son sang n'a pas seulement touché la royauté, il est devenu royal. Lorsque l'étude ADN de 2010 a inclus Yuya parmi les momies testées, les chercheurs s'attendaient à ce que son profil génétique contribue à expliquer l'ascendance de la famille royale. Si l'ADN de quelqu'un pouvait révéler des influences extérieures dans la lignée, ce serait le sien car il était totalement étranger à la famille royale. Mais les résultats publiés le mentionnaient à peine. L'étude a confirmé son lien de parenté avec Tia et a établi sa filiation génétique avec Toutankhamon par la lignée maternelle. Mais elle n'a pas analysé ce que son ADN révélait sur ses propres origines ni sur l'origine de son peuple. Cette omission n'était pas accidentelle. Les marqueurs génétiques de Yuya ne correspondaient pas au profil égyptien restreint que l'étude visait à mettre en avant. Et élargir l'analyse pour expliquer ses origines aurait nécessité précisément le type de comparaison avec une population plus large que l'Égypte refuse de mener. Certains chercheurs ayant examiné les données de l'étude ont remarqué autre chose. Le profil génétique de Yuya a révélé des marqueurs plus fréquents chez les populations du Levant et de Mésopotamie que chez les populations autochtones de la vallée du Nil. Ces observations n'ont jamais été officiellement confirmées, l'Égypte contrôlant l'accès aux données brutes, mais elles concordent avec les soupçons que les anthropologues physiques nourrissaient depuis des décennies, fondés sur l'apparence de sa momie. Si Yuya avait des ancêtres étrangers importants, ses descendants aussi. Tea a transmis ses gènes à Akhenaton, qui les a transmis à Toutankhamon. Le sang étranger introduit par Yuya n'a pas disparu. Elle est devenue partie intégrante de la lignée royale pendant des générations. L'Égypte n'a jamais abordé ce sujet de front. Quand Yuya et son Matsayuye est mentionné, lorsqu'on aborde la question des origines royales, on se heurte soit au silence, soit à des déclarations vagues sur la diversité égyptienne qui n'apportent aucune réponse. Mais la question demeure.
qui était Yuya avant son mariage avec une princesse. D'où venait sa famille et pourquoi l'Égypte refuse-t-elle d'examiner la seule momie dont l'ADN pourrait prouver que la lignée royale n'était pas aussi purement égyptienne que le prétend le récit officiel. Le tombeau de Yuya était l'un des plus riches jamais découverts. Sa momie fut conservée avec un soin extraordinaire. Ses descendants régnaient un Égyptien sur l'Égypte à l'apogée de sa puissance, mais ses origines demeurent un mystère que l'Égypte refuse d'élucider. Akhenaton. Pharaon aux origines obscures. Akhenaton est l'un des pharaons les plus étudiés de l'histoire égyptienne et aussi l'un des moins bien compris. Son règne fut court, radical et délibérément effacé par ses successeurs. Si jamais son corps a été retrouvé, l'identité de celui-ci change constamment selon l'interprétation des preuves. La momie connue sous le nom de Khov 55 est officiellement reconnue par l'Égypte comme étant Akhenaton, mais cette identification est contestée, révisée et remise en question depuis plus d'un siècle. Lors de la découverte du tombeau en 1907, les restes qu'il contenait étaient endommagés et mal conservés. Les premiers examens ont permis d'estimer que le corps appartenait à une personne d'une vingtaine d'années bien trop jeune pour être Akhenaton, qui a régné pendant au moins 17 ans et a eu plusieurs enfants. Pendant des décennies, les égyptologues ont débattu de l'identité de la tombe. Si 55, Akhenaton, son possible co-régent Smenkhara, ou une autre personne, l'âge ne correspondait pas. Les preuves matérielles étaient ambiguës et le contexte funéraire confus. Puis, en 2010, une étude ADN a mis fin au débat. D'après les tests génétiques, Khafre V55 était le père de Toutankhamon, ce qui impliquait qu'il s'agissait d'Akhenaton. L'Égypte a présenté cela comme une preuve définitive et a clos le dossier. Mais le problème de l'âge n'a jamais été résolu. De nouveaux examens utilisant des méthodes plus récentes ont abouti à des estimations très différentes. Certains suggèrent désormais que les restes pourraient appartenir à une personne d'une quarantaine d'années. D'autres persistent à affirmer que le corps est trop jeune. Face à ces contradictions, l'Égypte a systématiquement ajusté son récit sans jamais admettre l'incertitude de la conclusion précédente. Lorsque l'âge ne correspond pas, on invoque la maladie ou le stress qui ont accéléré le vieillissement ou encore le rythme de maturation variable des anciens Égyptiens. Ce qui rend Akhenaton particulièrement problématique pour l'Égypte, c'est que son règne tout entier constitue une anomalie. Il abandonna les dieux traditionnels, transféra la capitale dans une ville nouvelle, construite de toutes pièces, et imposa une religion monothéiste que l'Égypte rejeta violemment après sa mort. Son art le représente avec un crâne allongé des hanches féminines et un ventre distendu. Certains érudits avancent que ces traits étaient symboliques ou stylistiques. D'autres pensent que cela reflétait de véritables anomalies physiques dues à des troubles génétiques. L'étude ADN a mis en évidence des affections héréditaires au sein de la famille royale. Mais elle n'a pas permis d'expliquer pourquoi Akhenaton était si différent de son père Amenhotep III, ni pourquoi sa révolution religieuse était si étrangère à la tradition égyptienne. Certains chercheurs ont discrètement suggéré que l'ascension fulgurante et les changements radicaux d'Akhenaton laissaient entrevoir une ascendance non entièrement égyptienne, peut-être liée à sa grand-mère Mutimuya ou à son arrière-grand-père Yuya, tous deux présentant des signes d'origine étrangère. L'Égypte rejette catégoriquement cette interprétation et affirme qu'Akhenaton était pleinement égyptien, simplement atypique par sa vision religieuse et ses choix artistiques. Mais l'inhabituel n'explique pas pourquoi ses successeurs ont tenté de l'effacer de l'histoire. L'inhabituel n'explique pas pourquoi son nom a été effacé des monuments et sa ville abandonnée. L'étrangeté de la découverte n'explique pas pourquoi son corps, si KB55 bien sûrement, eh bien, le sien a été enterré dans un tombeau réutilisé à la hâte et dont les inscriptions sont endommagées. Akhenaton n'était pas simplement différent. Il présentait une particularité telle que l'Égypte a préféré oublier son existence. Et l'ADN qui pourrait expliquer ce qui le rendait si différent est enfermé dans des échantillons que l'Égypte refuse d'analyser ou de partager. L'identité de la momie ne cesse de changer.
Les explications changent constamment. Et la seule constante, est le refus de l'Égypte de laisser quiconque l'examiner de suffisamment près pour en avoir le cœur net. L'ADN de Toutankhamon n'expliquait pas tout. L'étude de 2010 a été présentée au grand public comme la réponse définitive au mystère de la mort et de la lignée de Toutankhamon. Les gros titres la qualifiaient de révolutionnaire. Les musées ont modernisé leurs expositions. Des documentaires ont présenté les conclusions comme des faits scientifiques avérés. Mais ce que l'étude révélait en réalité était bien plus restreint que ce que le public avait été amené à croire. Les recherches se sont concentrées presque exclusivement sur 2 points. Identifier les membres de la famille proche de Toutankhamon et recenser les maladies génétiques susceptibles d'expliquer sa mort prématurée et ses handicaps physiques. Ces 2 objectifs ont été atteints. L'étude a confirmé que son père était de la momie du site Kamavi 55. Sa mère était la sœur de ce même homme et ses grands-parents comprenaient Amenhotep III et la fille de Yuyatea. L'étude a également révélé des marqueurs génétiques du paludisme, d'une maladie osseuse appelée coliopathie et d'un pied de botte. Ces affections ont probablement contribué à sa santé fragile et à sa mort prématurée vers l'âge de 19 ans. Ces informations n'ont permis de répondre à des questions qui divisaient les égyptologues depuis des décennies et se sont avérées d'une valeur inestimable. Mais ce n'était pas toute l'histoire, et cela n'a jamais été le but. L'étude a délibérément éludé la question plus vaste que les généticiens hors d'Égypte ne cessaient de poser. D'où venait cette famille royale? Cette question exige une analyse ADN d'un tout autre ordre. Au lieu de simplement comparer les momies entre elles, on les compare à des populations de référence provenant d'Afrique, du bassin méditerranéen, du Levant de Mésopotamie et d'Anatolie. Les bases de données génétiques modernes contiennent des échantillons provenant d'anciennes populations de toutes ces régions. La comparaison des momies royales avec ces bases de données révélerait leurs origines ancestrales, leur schéma migratoire et leurs liens génétiques avec des groupes situés hors des frontières de l'Égypte. La technologie nécessaire existait déjà en 2010 et n'a cessé de gagner en précision depuis. Cette analyse n'aurait nécessité ni prélèvements supplémentaires ni tests invasifs. Cela aurait pu être fait à partir de l'ADN déjà extrait. L'Égypte a fait un autre choix. La section méthodologie de l'étude le précise. Les chercheurs ont explicitement limité leur analyse aux liens de parenté et aux marqueurs de maladie. La génétique des populations et la comparaison des origines n'entraient pas dans le cadre approuvé. Cette limitation n'était pas une nécessité scientifique, mais une limite délibérée fixée par les autorités égyptiennes avant le début de la recherche. Interrogé sur les raisons de cette décision, l'Égypte a expliqué que l'étude avait un but médical et généalogique et non anthropologique. Les questions d'ascendance ont été jugées hors du champ d'application du projet. Or, cette formulation est trompeuse, car comprendre les origines d'une famille royale est essentiel pour comprendre qui elle était. La génétique ne se divise pas si facilement entre aspects médicaux et généalogiques. Le même ADN qui révèle une maladie renseigne aussi sur l'origine. Le refus de l'Égypte d'inclure une analyse d'ascendance laisse penser que le gouvernement connaissait les révélations potentielles de ces données et a jugé plus prudent de ne pas les examiner. L'étude a confirmé la parenté étroite des parents de Toutankhamon, ce qui explique ses problèmes de santé. Mais elle n'a pas permis d'établir l'origine de ses arrière-arrière-grands-parents, ni de déterminer si la lignée royale avait bénéficié d'un apport génétique significatif provenant de populations extérieures à l'Égypte. Ces réponses se trouvent dans les échantillons que l'Égypte contrôle encore. L'ADN est conservé et catalogué en attente d'analyse, une analyse que l'Égypte refuse d'autoriser. L'étude de 2010 n'était pas erronée quant à son objet d'étude. Elle était incomplète par choix. Elle répondait aux questions auxquelles l'Égypte souhaitait obtenir des réponses et évitait soigneusement celles qu'elle préférait taire. Ce n'est pas ainsi que fonctionne une science exhaustive. C'est ainsi que fonctionne une science contrôlée. Et cette différence est importante car le récit que l'Égypte a fait au monde n'était pas faux. Il était simplement incomplet. Du sang étranger sur le trône,
L'histoire officielle de l'Égypte célèbre ses pharaons comme des maîtres de la diplomatie, ayant forgé des alliances avec des royaumes du monde antique. Les mariages royaux scellèrent des traités avec Matani Babylone et l'Empire hittite. Des princesses égyptiennes furent envoyées à l'étranger, et des princesses étrangères vinrent en Égypte pour devenir reines. Il ne s'agit pas de spéculation ni de révisionnisme historique. Ces faits sont attestés par des correspondances diplomatiques gravées sur les murs des temples et consignées dans d'anciennes lettres qui ont traversé les millénaires. Amenhotep III épousa au moins 2 princesses originaires du Mitanni. Thoutmôsis IV prit pour épouse une Mitanni qui devint la mère de son héritier. Ramsès Ier épousa une princesse hittite lors d'une cérémonie commémorée par des monuments et des déclarations officielles. Il ne s'agissait pas de mariage symbolique ni de simples gestes politiques. Ces femmes portaient un titre de grande épouse royale, vivaient dans des appartements du palais, donnaient naissance à des enfants susceptibles d'hériter du trône et influençaient la succession au pouvoir en Égypte pour des générations. L'Égypte reconnaît ouvertement tout cela dans ses expositions muséales et ses chronologies historiques. Les mariages diplomatiques sont présentés comme la preuve du prestige international et de la stratégie politique sophistiquée de l'Égypte. Mais dès que la conversation aborde la génétique, le discours égyptien change du tout au tout. Soudain, ces mêmes mariages sont décrits comme culturellement insignifiants, génétiquement sans importance ou trop isolés pour avoir eu un impact significatif sur la lignée royale. La logique s'effondre sous un simple examen. Si une princesse Matani devient reine et son fils pharaon l'ADN, Matani s'intègre à la lignée royale. Ce n'est pas une interprétation, c'est de la biologie. Et ce n'est pas un cas isolé. Cela s'est produit à maintes reprises à travers plusieurs dynasties sur des centaines d'années. L'impact génétique devrait être évident et traçable grâce à la même analyse ADN que celle appliquée par l'Égypte aux maladies et à la filiation. Des marqueurs génétiques provenant des populations de Levantine, d'Anatolie et de Mésopotamie apparaîtraient clairement dans les momies royales si l'Égypte prenait la peine de les rechercher. Mais l'Égypte refuse de mener cette analyse et bloque les chercheurs étrangers qui souhaitent la réaliser de manière indépendante. L'explication est toujours vague. Les autorités affirment que la comparaison des origines est politiquement sensible, qu'elle risque d'être mal interprétée ou qu'elle manque de respect à l'identité culturelle de l'Égypte antique. Ce qu'ils omettent de dire, c'est pourquoi prouver que les pharaons égyptiens avaient des ancêtres étrangers serait un manque de respect, surtout quand l'Égypte elle-même reconnaissait que ces mariages ont eu lieu. La contradiction est flagrante. L'Égypte souhaite être reconnue comme une puissance internationale, connectée au vaste monde antique. Mais elle tient également à préserver l'idée que sa lignée royale est restée génétiquement pure et distinctement égyptienne, malgré des siècles d'alliances matrimoniales avec la noblesse étrangère. Ces 2 affirmations ne peuvent être vraies simultanément. Soit la famille royale s'était restée isolée et a évité tout brassage génétique significatif, ce qui contredirait les archives historiques des mariages diplomatiques. Soit elle a épousé des étrangers, dont l'ADN s'est intégré à la lignée royale, ce qui serait détectable par des tests génétiques. L'Égypte a choisi de célébrer ces mariages tout en niant leurs conséquences biologiques. Cette position n'a de sens que si le gouvernement craint ce que les analyses ADN pourraient révéler. Les reines étrangères ont existé. Leurs enfants ont régné. Leur sang a coulé dans les veines des pharaons les plus célèbres d'Égypte. L'Égypte ne nie pas l'histoire. Elle refuse simplement d'en confirmer les implications génétiques. Et ce refus en dit plus long que n'importe quel test ADN. Les preuves sont là, gravées dans la pierre et conservées dans les tombeaux royaux. L'Égypte refuse obstinément de laisser la science vérifier ce que les archives historiques prouvent déjà. Pourquoi les analyses indépendantes sont-elles toujours bloquées? Depuis la publication de l'étude de 2010, des dizaines de chercheurs indépendants d'universités et d'instituts de génétique du monde entier ont soumis des demandes officielles pour réanalyser les momies royales à l'aide de technologies ADN plus récentes. Toutes ces demandes ont été rejetées.
Les raisons invoquées par l'Égypte varient selon l'interlocuteur et le contexte politique, mais la réponse reste toujours la même, pas d'accès. Pas d'échantillon, pas de vérification indépendante. Parfois, l'explication est si technique, l'Égypte prétend que les momies sont trop fragiles pour des analyses complémentaires. Pourtant, les techniques modernes d'extraction d'ADN nécessitent des échantillons si petits qu'ils sont à peine visibles et n'endommagent et n'en rien les restes. Parfois, la justification est culturelle. Les autorités affirment que des analyses supplémentaires seraient un manque de respect envers les morts et violeraient le caractère sacré des sépultures royales, alors même que ces momies sont exposées dans des vitrines et photographiées chaque année par des millions de touristes. Lorsque les chercheurs proposent d'utiliser des méthodes non invasives ou de travailler exclusivement avec des échantillons déjà prélevés lors de l'étude de 2010, l'Égypte invoque un autre argument. Les échantillons appartiennent à l'Égypte et leur partage avec des laboratoires étrangers porterait atteinte à la souveraineté nationale sur le patrimoine culturel. Cette formulation transforme une question scientifique en question politique, ce qui correspond exactement aux souhaits de l'Égypte, car les conflits politiques ne requièrent ni preuve, ni preuve, ni transparence. Seul le pouvoir compte. Et l'Égypte détient ici tout le pouvoir. Il contrôle les momies, les échantillons, les autorisations et le cadre juridique qui régit l'accès à ces ressources et les conditions de cet accès. La vérification indépendante, condition essentielle à la démarche scientifique légitime, devient impossible lorsqu'un gouvernement contrôle chaque étape du processus et refuse toute participation extérieure. Certains chercheurs ont tenté des compromis. Ils ont proposé de collaborer avec des scientifiques égyptiens, de réaliser tous les tests dans des laboratoires égyptiens, de partager les résultats avant publication et de reconnaître la supervision égyptienne à chaque étape. L'Égypte refuse toujours. D'autres ont demandé l'accès uniquement aux données génétiques brutes de l'étude de 2010, arguant qu'une réanalyse à l'aide de méthodes informatiques plus récentes ne nécessiterait ni de manipuler les momies, ni de prélever de nouveaux échantillons. L'Égypte refuse également de divulguer ces données. Les autorités affirment que ces données sont conservées aux archives nationales et protégées par des lois qui restreignent l'accès aux biens culturels sensibles. Or, les données de séquençage génétique ne constituent pas un artefact physique. Il s'agit d'informations numériques qui pourraient être partagées instantanément avec des chercheurs du monde entier sans que rien ne soit retiré d'Égypte. Le refus de partager ces informations laisse penser que l'Égypte ne protège pas les momies, mais le récit qu'elle pourrait contredire, ce qui est particulièrement troublant. C'est que les progrès scientifiques réalisés depuis 2010 ont rendu l'analyse généalogique bien plus précise et moins invasive qu'il y a 15 ans. Des technologies qui n'existaient pas à l'époque permettent désormais d'extraire des données génétiques détaillées à partir d'échantillons dégradés et de retracer les lignées à travers les continents. Avec une précision extraordinaire, l'Égypte pourrait autoriser des tests actualisés dès demain et lever définitivement tous les doutes concernant ses origines royales. Si les pharaons étaient purement égyptiens, sans apport génétique étranger significatif, les données le prouveraient sans l'ombre d'un doute. Mais l'Égypte refuse ces tests. Et ce refus soulève une question évidente s'il n'y a rien à cacher. Pourquoi bloquer la vérification? Le schéma est sans équivoque. Les demandes sont rejetées. On demande aux chercheurs d'accepter les conclusions de 2010 sans vérification indépendante. Quiconque insiste trop se voit discrètement exclu des fouilles futures et se voit refuser les autorisations pour des travaux sans lien avec le sujet. Le message est assez clair. Accepter la version égyptienne des faits ou perdre tout accès. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la science. C'est ainsi que les gouvernements contrôlent les informations qu'ils craignent de voir examinées par d'autres. Le silence qui suit la publication. Après que l'étude ADN de 2010 a fait la une des journaux internationaux, l'Égypte a promis des recherches supplémentaires. Des études de suivi ont été évoquées. Une analyse plus approfondie a été suggérée. D'autres momies seraient testées, ont déclaré les responsables, et les travaux se poursuivraient.
Rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de cela, les recherches sur l'ADN de la momie royale ont été purement et simplement interrompues. Aucune étude de suivi majeur n'a été publiée. Aucune analyse généalogique approfondie n'a été menée. La poursuite promise des travaux a discrètement disparu des communiqués officiels. En 2012, 2 ans après l'étude initiale, des chercheurs hors d'Égypte ont commencé à s'interroger sur la date de début de la phase suivante. Les réponses étaient vagues. On leur a parlé de problèmes de financement, de retard technique et de changement de priorité au sein du ministère égyptien des Antiquités. Mais le financement n'était pas le véritable problème. Des institutions internationales et des universités avaient déjà manifesté leur intérêt pour soutenir des recherches complémentaires. La technologie progressait rapidement, rendant le travail plus facile et moins coûteux qu'au moment de l'étude initiale. Ce qui a cessé, ce n'est pas la science, mais l'autorisation. Certains chercheurs internationaux impliqués dans le projet de 2010 ont commencé à prendre leur distance avec les débats publics sur l'ascendance royale. Les entretiens sont devenus plus difficiles à organiser. Les présentations lors des conférences se sont concentrées sur des sujets plus consensuels, comme les techniques de momification et les pratiques funéraires. Quelques scientifiques qui s'étaient exprimés avec force sur la nécessité d'une analyse démographique plus large se sont tus. Interrogés directement sur les recherches complémentaires, leurs réponses sont devenues prudentes et évasives. Ce silence n'est pas fortuit. Il survient lorsque l'on prend conscience des conséquences professionnelles qu'une prise de parole ouverte peut engendrer. L'Égypte contrôle l'accès à l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. Les chercheurs qui souhaitent travailler en Égypte et qui ont besoin d'autorisation pour des fouilles ou des études savent que maintenir de bonnes relations avec les autorités égyptiennes est essentiel à leur carrière. Critiquer l'approche égyptienne en matière de recherche sur l'ADN royal ou insister trop sur des tests indépendants, c'est risquer de perdre rapidement cet accès. Le débat a donc évolué. Au lieu d'exiger des études complémentaires, ou de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'analyse généalogique n'a jamais été menée à terme. Les chercheurs ont commencé à présenter l'étude de 2010 comme exhaustive et suffisante. Les médias se sont tournés vers d'autres sujets. L'intérêt du public s'est estompé et l'emprise de l'Égypte sur le récit s'est consolidée sans qu'aucune objection publique ne soit formulée. Quelques scientifiques indépendants ont continué à poser des questions gênantes, mais ils l'ont fait discrètement dans des articles scientifiques, en utilisant un langage prudent évitant les accusations directes. Ils ont relevé des lacunes dans les données publiées. Ils ont constaté l'absence d'analyse des haplogroupes. Ils ont suggéré que la génétique des populations comparatives renforcerait les conclusions. Mais ils n'ont pas accusé l'Égypte de dissimulation délibérée, car une telle accusation aurait ruiné leur carrière. L'Égypte n'a eu besoin de menacer qui que ce soit directement ni d'émettre d'avertissements officiels. Le système s'autorégule. Les chercheurs qui souhaitent poursuivre leurs travaux en Égypte apprennent rapidement quels sujets sont acceptables et quelles questions sont trop dangereuses pour être posées ouvertement. Cette autocensure était plus efficace que n'importe quelle répression officielle, car elle ne ressemble pas à un contrôle exercé de l'extérieur. Elle ressemble à un consensus, mais n'en est pas un. C'est le silence. Les recherches n'ont pas cessé parce que les questions avaient trouvé des réponses. Elles ont cessé parce que les questions sont devenues trop gênantes et que ceux qui avaient le pouvoir de continuer à les poser ont jugé que le jeu n'en valait pas la chandelle. Ainsi, l'ADN repose dans des réserves non testées ni analysées, recelant des réponses que l'Égypte a décidé que le monde n'avait pas besoin de connaître. Une histoire gravée dans la pierre, non dans le sang. L'Égypte a passé des millénaires à contrôler son propre récit. Les pharaons réécrivaient l'histoire sur les murs des temples, effaçant les noms de leurs prédécesseurs qu'ils voulaient faire oublier et gravant leurs propres exploits dans la pierre, censés perdurer à jamais. Les hiéroglyphes pouvaient bien être modifiés. Les monuments pouvaient être réaffectés. Des dirigeants gênants comme Akhenaton pouvaient être effacés si complètement que les générations suivantes ignoreraient jusqu'à leur existence. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, ce type de contrôle a fonctionné.
Les pharaons décidaient de ce dont l'avenir se souviendrait, et la pierre était le seul témoignage qui comptait. Mais l'ADN se moque de la propagande. Il ne se soucie ni des récits politiques, ni de l'identité nationale. On ne peut ni le gommer ni le réécrire pour qu'il corresponde aux sensibilités modernes. Le sang raconte une autre histoire que la pierre. Et c'est précisément pourquoi l'Égypte refuse de la dévoiler. L'étude de 2010 a fourni au monde juste assez d'informations pour satisfaire la curiosité, sans rien révéler, qui puisse remettre en cause la version officielle du passé égyptien. Des maladies ont été confirmées. Des liens familiaux ont été établis. Des conclusions sans surprise ont été publiées. Mais les questions fondamentales, celles qui importent vraiment lorsqu'on cherche à comprendre qui étaient réellement les pharaons, restent volontairement sans réponse. D'où venait la lignée royale? Quelle part d'ascendance étrangère a été introduite par le biais de siècles de mariages diplomatiques? Que révèlent les marqueurs génétiques de personnalités comme Yuya et Akhenaton sur les liens de l'Égypte avec les civilisations environnantes? Ces réponses se trouvent actuellement dans des échantillons conservés dans des laboratoires égyptiens. L'ADN a été extrait. La technologie permettant de l'analyser existe. Des chercheurs internationaux sont prêts à mener ces recherches. Ce qui manque, c'est l'autorisation. Or, cette autorisation, et c'est le seul rempart entre le silence et la vérité. Le refus de l'Égypte d'autoriser des tests indépendants ou une analyse généalogique plus approfondie n'est pas un signe de respect voici inaspect pour les morts. Il s'agit de contrôler ce que les vivants sont autorisés à savoir. Plus ce refus se prolonge, plus il devient évident que l'Égypte ne protège pas son patrimoine. Il s'agit de protéger un récit que les preuves génétiques pourraient contrer, il n'y a pas enseigné pourrait contredire, et le récit que l'Égypte défend est clair. Les pharaons étaient purement et entièrement égyptiens, sans aucune influence étrangère significative, dignes d'être reconnus ou étudiés. Mais l'histoire dit le contraire. Des mariages diplomatiques ont eu lieu. Des reines étrangères ont régné. Des enfants d'ascendance mixte ont hérité du trône. La seule question est de savoir quelle part de ce mélange se retrouve dans l'ADN. Et l'Égypte a passé 15 ans à s'assurer que personne ne le découvre. Les preuves sèches sont là. Les momies n'ont pas disparu. Les échantillons ne se sont pas dégradés au point d'être inutilisables. La science n'est pas dans une impasse. Ce qui manque, c'est l'honnêteté. Celle qui permet d'examiner les vérités dérangeantes au lieu de les enfouir sous des couches de déni bureaucratique et de contrôle nationaliste. La pierre peut mentir. Les monuments peuvent être trompeurs. Les récits officiels peuvent être soigneusement remaniés pour mettre en avant certains faits tout en effaçant d'autres. Mais l'ADN, lui, n'oublie rien. Il ne se plie pas aux exigences politiques. Elle reste là en suspens, recelant des vérités que l'Égypte juge trop dangereuses à confirmer. La question n'est donc pas de savoir ce que l'ADN révélerait, mais pourquoi l'Égypte craint tant de laisser quiconque examiner la question? S'il n'y a vraiment rien à cacher, si les pharaons étaient réellement aussi purs égyptiens que le prétend le récit officiel, alors la vérification devrait être accueillie favorablement et non redoutée. Mais l'Égypte persiste à refuser. Et cette réponse est éloquente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante.